Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Cela va faire bientôt 37 ans que l'inusable Paul Biya, l'homme aux 7 vies, est au pouvoir. Beaucoup plus que le bilan dont on est fatigué d'évoquer le côté épouvantable, c'est de plus en plus la longévité de Paul Biya au pouvoir qui exaspère les partisans du changement. Pire, ce qui leur fait péter les durites, c'est davantage ce qui se présente comme son envie d'y mourir. Entre ceux qui expriment ce besoin de changement à découvert, de manière bruyante, et pas toujours au goût de tous, et ceux qui le font à couvert, de manière atone, notamment certains privilégiés du système, jusqu'à des niveaux insoupçonnés de la hiérarchie de l'État. Bref, ils sont très nombreux, ces Camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur, à vouloir que les choses changent enfin. Parmi eux, nombreux de ceux que d'aucuns qualifient de sardinards, parce que le Cameroun étouffe et suffoque. Le vrai problème pour beaucoup qui souhaitent ce changement, c'est la méthode. L'année dernière, en 2018, au terme d'une énième élection présidentielle, sortie d'un processus électoral toujours vicié, ayant produit des résultats pour le moins controversés, une aile radicale et extrémiste des partisans du changement a fait évoluer le discours sur le changement et parle cette fois de révolution. À chacun son couloir. Moi, je suis un éclaireur, un éveilleur de conscience. Celui qui est là pour nous ouvrir les yeux, pour dire la vérité. Et comme la vérité n'est pas souvent agréable à entendre, mon discours va certainement déplaire à certains. Ça tombe bien. Le but n'est pas de plaire. L'essentiel est de dire la vérité, de rester objectif et cohérent. Quitte à ce que ça fasse mal aux uns et aux autres. Mais je m'en tape. Parce que je suis un esprit libre. J'ai la chance de ne pas être un obligé d'une chose, de quelqu'un ou d'une organisation quelconque. S'organiser pour pousser Paul Biya vers la sortie est nécessaire pour des raisons évidentes qu'il est superflu de rappeler ici. Mais cela n'est pas suffisant pour parler de révolution. Il faut beaucoup plus que cela. Ensuite, et là je vais être encore plus péremptoire, ce ne sont pas nos agissements parfois limites, nos prestations bas de gamme, nos gesticulations oiseuses que je vois là, abusivement appelées révolution, qui détrôneront Paul Biya. N'ayons pas peur d'en discuter dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences. Je me rends parfois compte, avec beaucoup de tristesse, à quel point le mot révolution est dévoyé, galvaudé, voire perverti par les uns et les autres. Une révolution est un bouleversement important, significatif et irréversible, brusque le plus souvent, de la destinée d'une nation, d'un peuple, sur les plans sociopolitiques, économiques, culturels, etc. La révolution, la vraie, ne se décrète pas. Elle commence par une révolte, une désobéissance civile, une résistance pacifique parfois, etc. Et se constate généralement en aval. Parfois,
à la grande surprise des initiateurs, de quelques actions au départ, qui n'ont pas toujours la maîtrise sur des virages que cela peut prendre, parce qu'ils ne l'avaient pas forcément prévu ou imaginé. L'histoire nous donne de nombreux exemples de manifestations aux conséquences décisives, à l'instar de la Boston Tea Party. En décembre 1773, qui fut un événement préfigurateur de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. À l'image de la Révolution française, qui a brisé la royauté, ses privilèges avec, pour accoucher de la Première République et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme en Inde, en mars 1930, avec la marche du sel, un acte anodin, non violent de résistance, initié par Mahatma Gandhi, qui, contre toute attente, va aboutir à l'abolition du monopole d'État sur le sel et va constituer l'acte qui précédera l'indépendance de l'Inde. Que dire alors de cette autre forme de non-violence? La marche pour les droits civiques de Washington, organisée entre autres par Martin Luther King le 28 août 1963, au cours de laquelle ce dernier prononce son fameux discours « I have a dream » devant le Lincoln Memorial et qui aura pour conséquence le vote de 2 lois qui, pour la première, rend illégale toute forme de ségrégation et pour la seconde, autorise enfin les Noirs à voter. Pourquoi je vous parle de ces quelques révolutions? Parce que j'y ai retenu 2 choses et je voudrais les partager avec vous. La première est que de toutes ces révolutions que je viens de vous citer, il n'y a pas une seule, dans laquelle on avait présenté un homme ou des hommes comme étant les sauveurs ou les messies. Les peuples martyrisés se sont battus dans leur immense majorité en rang serré pour des causes communes, pour des intérêts communs à tous les citoyens, pour le respect de leurs droits élémentaires, voire fondamentaux. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous qui, au Cameroun, avons mis en avant non pas les causes communes autour desquelles la majorité se serait reconnue, mais des hommes, en les présentant comme la solution, nous avons commis une grave erreur d'appréciation. Remplacer des hommes par d'autres hommes qui ont été tous moulés dans un système perverti comme le nôtre, sans que nos esprits corrompus aient muté, sans que le même système n'ait été détruit, n'est pas une révolution. Pour parler de révolution, il faut d'abord détruire tout le système, mettre en place autre chose de radicalement différent. Et après, choisir les hommes qui vont conduire le nouveau. C'est cela, la révolution. Je le redis, parce que la répétition est la mère des études. À tous ceux qui n'aiment pas la vérité dans ce pays, qu'au lieu d'un combat qu'on aurait dû mener, celui de la destruction de tout le système parce qu'il est pourri jusqu'à la moelle épinière, nous avons mis en avant des hommes les présentant comme les panacées. C'est pour cela que la mayonnaise n'a pas pris. Ne cherchez pas loin. C'est pour cela que l'immense majorité du peuple qui souhaite tout aussi ce changement comme tout le monde n'a pas suivi. Ça ne pouvait pas prendre dans un pays où à chaque élection présidentielle, le pouvoir ressort de son tiroir malfaisant, le tribalisme qui sommeille en chacun de nous. Un tribalisme qui a fini par devenir
une arme de destruction massive qui détruit notre vivre ensemble. Comment pouvions-nous nous mobiliser en masse dans ces conditions? La dynamique ayant été plombée par cette monumentale maladresse. Je rappelle que la révolution se fait en masse, comme sur les exemples historiques que j'ai cités précédemment, et non en petits groupes minoritaires. Et même lorsque la partie courageuse du peuple décide de faire entendre son envie pour le changement, elle y est allée et elle y va en rang dispersé. Et ce n'est pas le pire. Dans cette dispersion des forces, nous utilisons le mensonge, la délation, la calomnie, la diffamation, la trahison, l'injure comme arme principale. Cabral Libye, accusé de collusion avec le pouvoir, à tort ou à raison, je n'en sais strictement rien, en prend plein la tronche au passage. Mais c'est Paul Biya qui reste la cible privilégiée. Nous agonisons Paul Biya, sa femme, ses enfants parfois, des injures les plus infâmes. Paul Hitler, génocidaire, sénile, grabataire, buveur de sang, voleur, Biya. Voilà comment il est qualifié. Ok. Mais la question, la véritable question, c'est que depuis que nous le couvrons de tant d'infamie, cela a-t-il pu améliorer notre quotidien? Que dalle! Au bout du compte, c'est nous qui pétons les plombs, au point de nous en prendre à nous-mêmes. Comme une horde d'abrutis, nous nous fumons, nous nous bagarrons, nous nous clashons, nous nous trahissons, nous nous démolissons les uns les autres, nous nous insultons comme les chimpanzés de Moudieu, le roman de Bernard Werber, persuadé que c'est de cette manière qu'il convient de résoudre nos problèmes. Convaincu que la victoire reviendra à qui dégainera l'insulte la plus pourrie et la plus méprisante. Nous en arrivons même déjà à nous en prendre aux gardiens de nos cultures et traditions. Ces us et coutumes qui sont nos véritables identités, notre colonne vertébrale, qu'est notre héritage culturel, qui a pu être courageusement et miraculeusement conservé face aux agressions des étrangers qui avaient entrepris de les briser, de les effacer au profit de la glorification de leur culture. Je vous le redis, nous ne sommes plus dans la révolution là. Nous sommes dans quelque chose de très effrayant que je n'arrive pas à identifier. Paul Biya nous a rendus tous fous et en est certainement conscient. Raison pour laquelle il est très indifférent aux gémonies auxquelles il est voué, se disant qu'il a mieux à faire que de répondre à de pauvres gens mentalement perturbés et privés d'épaisseur intellectuelle et idéologique. Conscient qu'il a affaire à des affamés qui ont cette capacité extraordinaire de retourner leur veste aussitôt qu'on leur donne à manger. La preuve, chaque fois que Paul Biya a invité un de ces très grands insulteurs et farouches opposants dans la mangeoire, ce dernier, repu, s'est immédiatement mis à chanter ses louanges. Issa Chiroma Bakari et Jean de Dieu Momo en sont les spécimens les plus célèbres. Si vous y ajoutez le boxon qu'il y a aujourd'hui au sein des organisations de lutte pour le changement, ou les problèmes d'ego, de leadership, de traîtrise,
de bagarres de chiffonniers rivalisent avec les problèmes de cul, de partage ou du contrôle des sources de financement du combat pour le changement, on comprend tout de suite pourquoi nous sommes loin, très loin d'être des révolutionnaires. Nous sommes une bande d'hypocrites et de démagogues. Ne voyons pas plus loin que nos intérêts personnels et égoïstes. Pour des desseins inavoués, nous entrons allègrement dans des cloisons artificielles qui sont érigées au sein de notre vivre ensemble. Sardinard par-ci, tantinard par-là, cabri, cochonnard, nulard, soulard et que sais-je encore par ailleurs. De la pure connerie, du grand n'importe quoi, de l'enfumage. Parce que nous savons au fond de chacun de nous que nous sommes tous des sardinards. Assumés pour certains, inavoués pour d'autres, qui essayent par toutes sortes de masturbations intellectuelles possibles pour faire croire autre chose aux naïfs et crédules qui nous suivent. Je suis absolument désolé, nous sommes 25 millions de sardinards. Voilà la vérité. Ceux qui se réclament ou se revendiquent tantinards, cabris ou autres sont de fiefés hypocrites, des écorchés vifs, des anciens sardinards revanchards qui cachent soigneusement leur nature de sardinards dans le purgatoire qu'est l'opposition et la contestation, en attendant d'arriver au pouvoir où leur sardinarité peut aisément rejaillir au grand jour. Il n'y a qu'à voir comment nous pierrefons d'impatience dans la salle d'attente, attelant à celle de la mangeoire, tellement assoiffés et pressés d'y arriver, que nous partageons déjà avec une certaine gourmandise des postes de responsabilité dans le futur gouvernement de transition. Et ce, avant même de s'être déjà emparés du pouvoir. Nous vendons déjà la peau du vieux lion sans être tout à fait sûr de l'avoir tué. Certes, le lion est touché et apparaît de plus en plus fatigué. Mais ceux qui tournent autour de lui pour lui asséner le coup fatal commettent l'erreur de minimiser la capacité de nuisance de ses soutiens extérieurs. Il y a assurément des fissures dans le bouclier intérieur qui s'est constitué autour du président Paul Biya. Parce que certaines pièces essentielles ont sauté. Certaines autres l'ont trahi ou continuent de le trahir, profitant des moments d'absence de la mémoire chancelante d'un octogénaire en fin de règne. Mais ces soutiens extérieurs demeurent intacts, leur puissance et leur force aussi. Ceux-ci ne sont rien d'autre que les patrons de l'économie et de la finance internationale, qui forment l'oligarchie industrialo-militaro-économico-financière dominante. Ces gens sont si puissants qu'ils ont fini par se prendre pour des démiurges qui auraient reçu de Dieu la mission de régenter le monde. Et c'est ce qu'ils font depuis des siècles. Ce n'est pas nous, les peuples, qui choisissons ceux qui sont portés à la tête de nos États, des organisations ou institutions internationales, du Vatican, des ONG de renom, des centres de décision et de pouvoir dans le monde. Ce sont ces tout-puissants qui désignent tout ce qui nous dirige. Emmanuel Macron, le président français, est un choix de ces gens. Paul Biya du Cameroun en est un autre. Comme l'a été Amadou Ahidjo hier, comme le sera demain le troisième président du Cameroun. Ça se joue à un autre niveau, sans nous, sans notre avis. Si nous avons autant de difficultés à faire partir Paul Biya, c'est aussi parce que ses soutiens extérieurs lui donnent les moyens, les conseils
et toute la logistique pour tenir. Nous n'avons pas la force pour lutter contre ces gens. Nous n'avons pas non plus la ruse. Encore moins l'intelligence suffisante pour ce combat. Ce peu d'intelligence est visible dans la mauvaise identification de nos vrais ennemis. Il l'est également dans nos errements en matière d'éventuel soutien. À l'instar de la communauté internationale vers laquelle nous nous tournons régulièrement avec l'espoir, je dirais plutôt avec la naïveté de croire qu'elle peut nous aider dans ce combat. Et je termine mon propos là-dessus. Les organisations et institutions à travers lesquelles peut agir la communauté internationale sont en grande partie financées par ces tout-puissants, qui, de ce fait, en assurent le contrôle. Or, nous savons que cette oligarchie financière ne se bouge que lorsque ses intérêts sont en jeu. Remarquez que lorsque la communauté internationale avait donné son aval pour une intervention coalisée en Libye, sous le prétexte de débarrasser le peuple libyen de son dictateur sanguinaire et y installer la démocratie et les libertés publiques, leur agenda caché était essentiellement de briser les projets d'une certaine indépendance monétaire et satellitaire africaine que Muammar Kadhafi, le guide libyen, s'était employé à conduire et à financer. Sans manquer au passage de se partager le pétrole libyen. Lorsque la France intervient dans une Côte d'Ivoire dirigée à l'époque par Laurent Gbagbo, avec l'aval de l'ONU, avec les mêmes prétextes, c'était pour protéger ses seuls intérêts. Je pense que nous n'avons absolument aucune idée du niveau de la froideur de ce monstre financier. Chers amis, autrement dit, aussi longtemps que ses intérêts au Cameroun lui seront garantis par le régime de Yaoundé, tous les Camerounais peuvent mourir. Ils peuvent tous s'exterminer. De la manière la plus abominable qui soit, il ne bougera pas le petit doigt. Ce monstre financier. Vous croyez vraiment que les morts et les désolations des Noirs représentent quelque chose aux yeux de ceux qui rêvent d'avoir l'Afrique sans les Africains? Mais vous rêvez! J'ignore jusqu'à quand nous allons demeurer aussi naïfs, crédules et abrutis. Mais je sais une chose, c'est que le monde est comme un gigantesque orchestre philharmonique dans lequel chaque musicien joue sa partition. J'essaie de jouer la mienne aussi longtemps que le Créateur le voudra. Bonsoir. Bonsoir à tous.